Eh les amis, ça fait longtemps. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'entrepreneuriat. Et quand on est jeune et qu'on va entreprendre, il y a trois phrases qui reviennent tout le temps. J'ai pas le temps, j'ai pas l'argent et je sais pas par où commencer. Et ça, c'est des foutaises. Alors aujourd'hui, on part en interview avec Paul. Paul est un responsable d'incubateur de start-up à Paris. Il va vous montrer que quand on est jeune et qu'on va entreprendre, il y a plein de solutions. C'est parti. Bonjour, aujourd'hui, on est avec Paul. Paul, bonjour. Bonjour Joseph. Paul, qui es-tu? Moi je travaille dans un incubateur qui s'appelle Creatis, qui est une structure qui accompagne des porteurs de projets et des entrepreneurs dans le secteur de la culture et des médias. On a deux programmes d'incubation, donc le programme Source pour les entrepreneurs dans le secteur de la culture et le programme Horizon pour des entrepreneurs dans le secteur des médias. Et sinon, je suis passionné d'innovation et c'est pour ça que je travaille dans cet incubateur, mais c'est aussi pour ça que j'interviens dans différentes écoles pour donner des cours d'entrepreneuriat. Je suis aussi passionné de cinéma. Ça me permet de développer cette partie plus créative de la gestion de projet aussi avec des artistes, des acteurs. Paul, on est ensemble aujourd'hui pour parler d'entrepreneuriat. C'est quoi pour toi l'entrepreneuriat? Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est une très bonne manière de porter des valeurs dans un projet, d'amener une idée qu'on puisse avoir. On se réveille parfois le matin, on a envie de faire quelque chose, on a envie d'un projet. Ben, l'entrepreneuriat, c'est ce qui va te permettre justement de passer à l'action, de sortir cette idée de ta tête, de te confronter à des personnes, de te confronter à la réalité pour améliorer cette idée, la faire aboutir et en faire un produit, un service ou un projet qui va porter aussi toutes les valeurs que tu as et tout l'impact que tu souhaites avoir. Alors, on était en train de se demander, est-ce qu'on peut débuter à entreprendre quand on est jeune et qu'on a 0 € en poche? Ouais, tout à fait. Heureusement, c'est possible. Il y a plein de manières de le faire. D'abord, le premier conseil qu'on peut donner à un entrepreneur qui n'a pas de budget, c'est d'apprendre à vendre. Et à partir du moment où on vend, on est capable de générer du chiffre d'affaires. C'est pas le cas pour tous les projets, tous les types de produits, tous les types de services. Parfois, on a besoin de faire davantage de recherche-développement, mais disons que dans 99% des cas, en tout cas dans les startups que j'ai accompagnées, on a toujours trouvé des manières d'aller commercialiser sans avoir besoin de dépenser d'argent. Ça implique de simplifier sa proposition de valeur, de la prototyper avec des petits hacks, de trouver toujours des solutions un peu alternatives qui vont permettre de lancer le produit ou le service sans dépenser d'argent. C'est aussi tout l'intérêt d'intégrer du coup des structures d'accompagnement comme des incubateurs, de se former au sujet de l'entrepreneuriat. Toute une partie de l'accompagnement maintenant dans l'écosystème startup, il est gratuit. Donc on peut acquérir toutes ces techniques de vente notamment, à moindre frais, depuis plusieurs années maintenant. Je pense notamment grâce aux solutions de no-code qui permettent de prototyper sans avoir de ressources technologiques à disposition. Quand on parle d'entrepreneuriat, il y a plein de mots qui reviennent. Il y a beaucoup le mot start-up. Est-ce qu'on est vraiment obligé de monter une start-up pour devenir un entrepreneur? Non, pas forcément. Il y a plusieurs manières d'entreprendre. Déjà, on n'a pas besoin d'avoir un projet d'entreprise pour être entrepreneur. Mhm. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est avant tout une compétence. C'est quelque chose qui s'apprend, du coup, qui se pratique et qui a une capacité à être dans tout type d'environnement, à être capable d'innover, de penser autrement, de proposer d'autres manières d'agir, d'autres produits, d'autres services auxquels on n'aurait pas pensé. Donc la compétence entrepreneuriat, en fait, on peut la développer en entreprise, on peut la développer en créant son entreprise. Évidemment, on va la développer beaucoup plus fortement en créant cette entreprise-là. Mais on n'est pas forcément une startup. On peut être auto-entrepreneur, on peut avoir une ambition, comme c'est le cas généralement dans les startups, d'accélérer sa croissance, de pouvoir lever des fonds. Mais on a aussi plein d'entrepreneurs qui ont simplement envie de faire passer à l'échelle leur savoir-faire, leur expertise autour d'un produit, d'un service, sans forcément se poser des questions de stratégie financière très abouties, très élaborées. Donc on n'est pas forcément une startup quand on est entrepreneur. L'entrepreneuriat, voilà, c'est avant tout une compétence pour moi. Alors, Paul a débuté l'entrepreneuriat il y a pas mal d'années. Toi, c'est quoi les premières difficultés que tu as rencontrées au début? Alors, pour moi, le premier projet entrepreneurial que j'ai mené, déjà, c'était un projet de réalisation de film. Parce que, en fait, on se lève un matin, on a une idée de projet, on a envie de plein de choses pour développer cette idée, sauf qu'on connaît personne, on n'a pas de budget, on n'a pas d'argent, on n'a pas de matériel, on n'a pas les compétences pour le faire, on n'a pas de réseau. Bref, il y a plein de freins au lancement. Peu importe, en fait, le type de projet qu'on a envie de lancer. Encore une fois, l'entrepreneuriat, c'est surtout une compétence. Et pour lever ces différents freins, le mieux, en fait, c'est d'y croire à fond, c'est d'être déterminé, de vraiment avoir cette volonté d'aller au bout de son idée, d'être capable aussi de mobiliser du monde autour de soi. On a toujours besoin, même quand on est seul sur un projet, d'être entouré. C'est le meilleur moyen d'améliorer son projet, c'est le meilleur moyen de le concrétiser aussi, parce qu'au moment du lancement, eh bien, on a besoin de personnes qui vont être capables de vous faire des retours, par exemple, sur le produit, sur le service, sur le projet, pour l'améliorer. Donc l'entourage aussi est très important pour lever tous ces freins. Alors, comme tu l'as dit, quand on entreprend à plusieurs,
on est plus fort évidemment. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat et qui est seul, qui se dit non, moi je suis un solitaire? Qui tient à être solitaire sur son projet. Je lui dirais que qu'il est complètement possible du coup de lancer son entreprise seul. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir de cofondateur. Par contre, ce qui est hyper nécessaire, c'est de beaucoup parler à ses prospects, à ses clients, pour Mm. pouvoir améliorer son produit, son service. Donc, dans tous les cas, même si on veut entreprendre seul sur son projet, on sera obligé de se confronter à la réalité du marché, à bien connaître ses concurrents, à bien connaître ses prospects, ses clients. Et on sera obligé forcément à un moment, si la croissance économique du projet le permet, de recruter, donc d'apprendre aussi à collaborer, d'apprendre à bien s'entourer. Même si c'est pas possible en fait d'entreprendre seul. L'entrepreneur n'est jamais un ermite. Par contre, il peut effectivement être solo sur son projet et ça marche très bien. Alors aujourd'hui, l'entrepreneuriat devient la mode, j'ai l'impression. Est-ce que tout le monde peut entreprendre? Oui, tout le monde peut entreprendre. Pour moi, il n'y a pas de prédisposition pour entreprendre. J'ai jamais eu en tout cas de... Il n'y a pas de... Comment dire, quand on commence à travailler avec des entrepreneurs, en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas de parcours qui prédestine. Il n'y a pas de déterminisme. Il n'y a pas de déterminisme social à l'œuvre dans l'entrepreneuriat, en tout cas pas dans un sens très fort. Moi, j'ai accompagné des porteurs de projets avec des origines, des parcours de vie très très différents, des compétences très différentes. Et certains qui pouvaient sembler partir de très loin ont finalement très très bien réussi leur projet. Et ce qui a été un peu clé dans le succès, et ce que je remarque, c'est que les entrepreneurs qui réussissent le mieux, généralement, sont des entrepreneurs qui sont très à l'écoute, qui sont très proches de leurs clients, qui ont une vraie appétence pour leurs produits ou leurs services. Et quand je dis appétence, c'est pas qu'ils sont cachés derrière leurs produits ou leurs services, c'est qu'ils ont vraiment cette volonté d'en parler à tout le monde autour d'eux, de le vendre et de le commercialiser. Et cette compétence vente et cette capacité à convaincre et à engager autour de soi, heureusement, elle est le propre de n'importe qui. Alors moi, comme vous le savez, j'ai fait une école de commerce, donc bac+5, et j'avais beaucoup de camarades qui, après l'école, disaient, mais Joe, moi, par sécurité, je vais prendre un CDI 3, 4, 5 ans, acquérir de l'expérience, et là, je serai un meilleur entrepreneur. Qu'est-ce que tu en penses? Ça se défend. Ce que j'en pense, ouais, c'est que ça se défend totalement. En fait, comme je le disais, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment une compétence. Ça se défend par contre pas dans tout type de poste, mais il y a effectivement des postes de plus en plus en entreprise où il est très apprécié d'être capable d'innover, de penser autrement, d'être capable de gérer, enfin de créer et de gérer un projet en autonomie, d'aller chercher les bonnes ressources en interne des équipes pour lancer ce projet. Donc ça se défend en termes d'apprentissage, de monter en compétences, de prendre un CDI pendant 3 4 ans. Ça se défend aussi, je pense, d'un point de vue économique, puisque tout le monde peut devenir entrepreneur, mais il faut quand même avoir au lancement de quoi investir sur le capital de son projet, avoir de quoi se former si on choisit des formations payantes, avoir de quoi travailler avec des prestataires aussi. Donc, tout ça, ça peut avoir un coût. Et dans ces cas-là, effectivement, il vaut mieux avoir travaillé 3 4 ans, avoir pu mettre de côté. Et puis dans tous les cas, c'est une sécurité et c'est un stress en moins. Quand on est entrepreneur, la pression elle est quand même très forte. Si on peut s'asseoir sur son expérience professionnelle passée, aussi sur le fait qu'on a un budget et sur le fait qu'on a une certaine sécurité grâce au dispositif de Pôle emploi notamment, c'est une épine en moins quand même dans le pied de l'entrepreneur. Et ça permet quand même d'être plus endurant. Parce que l'entrepreneuriat, c'est surtout un marathon. C'est quelque chose qu'on entend très souvent et c'est vrai, il faut être endurant. Et pour être endurant, c'est vrai qu'il faut avoir des ressources qui le permettent aussi. Alors, il y a beaucoup de jeunes à qui je parle et qui ont des idées farfelues à gauche, à droite, qui ont plein de belles idées et qui disent, non mais Joe, moi mon idée, je la garde pour moi, j'ai peur qu'on me la vole. Est-ce qu'il faut vraiment protéger une idée? Ça, pour le coup, c'est une crainte que plein d'entrepreneurs ont au début. C'est un des premiers biens, un des premiers obstacles aussi qu'on essaie de lever avec les entrepreneurs. En fait, il faut aussi se questionner de pourquoi est-ce qu'un entrepreneur veut garder son idée. Et généralement, il y a un peu deux types de réponses. C'est qu'il y a les entrepreneurs qui veulent garder leur idée parce qu'ils pensent qu'elle est brillante. Et c'est une manière finalement de n'en parler à personne, finalement de ne pas la confronter au marché. Finalement, c'est une forme de fuite. Et ça arrive quand même assez souvent. Enfin, la plupart du temps, on cache une idée pour, je pense, de mauvaises raisons. Enfin voilà, ponctuellement, dans 1% des cas, je dirais, on a une idée qui est vraiment disruptive, dans laquelle il y a une dimension innovante, novatrice, qui est très forte. Et dans ces cas-là, on peut avoir intérêt à la cacher. Mais en fait, quand on prend un peu de recul, peu importe la situation, peu importe la raison pour laquelle on cache une idée, généralement, un entrepreneur qui ne confronte pas son idée au marché, c'est un entrepreneur qui va jamais aboutir. Donc, c'est une idée en fait qui va rester, qui va jamais prendre vie, qui va jamais être concrétisée. Et c'est très vite un problème parce que du coup, le projet n'aboutit pas. Alors que plus on confronte, plus on collecte de retours, plus on confronte son idée à son marché, plus rapidement on peut itérer.
Et ça, c'est très important parce que la seule chose qui vous protège de toute manière juridiquement contre un vol d'idées, par exemple un grand groupe qui décide de vous piquer votre idée, bah, c'est votre agilité, c'est votre connaissance du marché, c'est votre rapidité à encaisser des feedbacks sur votre projet, à itérer sur votre produit, votre service. Et voilà, c'est votre vitesse. Donc plus vite vous allez aller sur le marché, plus vite votre produit ou votre service existera et sera reconnu par le marché, plus vite vous serez protégé. Ce qui n'est pas le cas si vous gardez l'idée pour vous. Donc voilà, la meilleure manière de se protéger contre un grand groupe qui essaie de voler votre idée, c'est d'aller plus vite que lui. Et comme vous êtes une startup, comme vous êtes agile, vous avez cet avantage. Ok, on a vu qu'avoir une idée, c'était bien beau, mais peu importe l'idée qu'on va avoir, il va y avoir un nombre de concurrents inimaginable. Comment aujourd'hui faire lorsqu'on a une idée, qu'on la met en place et qu'on se rend compte qu'il y a des vingtaines ou trentaines de concurrents? Déjà, ne pas se décourager. En fait, c'est très très fréquent. Il y a deux moments un peu difficiles quand on lance son projet. Donc déjà, le premier moment, on l'a évoqué un petit peu, c'est le moment où on confronte son idée au marché, à des feedbacks, à des personnes de notre entourage. Généralement, les feedbacks sont pas forcément très enthousiastes, donc il faut pouvoir encaisser ça. Et puis après, il y a le moment où en fait, les personnes ont compris ce que vous faites et vous disent, en fait, ah bah je connais une boîte qui fait pareil que toi, je connais un tel, une telle qui a déjà lancé un projet là-dedans, qui a réussi ou pas d'ailleurs. Et ça peut être aussi décourageant parce que généralement quand on a une idée, on a envie d'être le premier à l'avoir pensé, à l'avoir imaginé. Malheureusement, on est plusieurs milliards d'êtres humains sur Terre, donc la probabilité pour que vous ayez une idée vraiment innovante, elle est proche de zéro. Donc ça, il faut l'accepter. Et une fois qu'on lance son produit ou son service, et qu'on a beaucoup de concurrents sur son marché. Il y a plusieurs choses que tu peux faire pour te différencier, mais déjà, c'est très bien connaître tes concurrents. Ouais. Il y a énormément de manières de se différencier de ses concurrents. Finalement, se différencier par l'idée, c'est assez rare. Par contre, on peut se différencier par les fonctionnalités de son produit ou de son service. On peut se différencier par la connaissance de son marché, de ses utilisateurs, de ses clients. On peut se différencier par son modèle économique, par sa stratégie de communication, par sa cible. Et là, tout de suite, il y a beaucoup plus de probabilités pour qu'on se distingue. Et c'est ça qu'il faut aller chercher parce qu'on est très rarement seul sur un marché. Quand un marché est vecteur de croissance, qu'il a du potentiel, généralement il y a des concurrents. S'il n'y a pas de concurrents, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut y réfléchir à deux fois avant de se lancer. Potentiellement, il n'y a pas d'opportunité commerciale dans le secteur que vous avez identifié. Et puis, je pense que ce qui est le plus important pour se différencier, ce que disent beaucoup d'entrepreneurs que j'ai rencontrés, c'est vraiment votre compréhension du besoin client. C'est la connaissance de ce client, mais jusque dans des détails de sa vie. Il faut être capable vraiment de se projeter dans ce qu'il est, dans la manière dont il pense, d'où il vient, comment est sa journée. Et plus vous allez connaître ça, plus vous allez proposer le bon modèle économique, le bon produit, les bonnes fonctionnalités au bon moment de sa journée. Vous allez savoir quand lui vendre, comment lui vendre, parce que vous le connaîtrez parfaitement. Et ça, c'est la meilleure manière de se différencier, c'est de très très bien connaître son client. Bah, Paul, tu nous as dit que donc, tu travaillais à l'incubateur Creatis. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, déjà un incubateur, en gros, c'est une structure qui accompagne des porteurs de projets, des entrepreneurs qui ont une idée généralement, mais qui ne savent pas comment créer un produit, créer un service, ne savent pas comment générer des revenus, ils ne savent pas comment vendre, ils ne savent pas comment faire du marketing digital, ils ne savent pas forcément non plus comment structurer juridiquement leur projet. Bref, ils ont plein d'envies, une belle idée, mais ils ne savent pas du tout comment la concrétiser. Donc généralement, les incubateurs, c'est fait pour ça. C'est pour permettre à ces porteurs de projets qui sont en phase d'idéation de commencer à générer de la croissance, de valider leur modèle économique, d'avoir des premiers clients et de gagner de l'argent avec ce projet. Et puis la spécificité de Creatis, c'est qu'on est positionné du coup très fortement en tant qu'incubateur dans le secteur de la culture et des médias. Qui plus est, en tant qu'incubateur qui souhaite porter des projets avec des fortes valeurs, avec un impact positif. Donc Creatis fait partie du groupe SOS, ce qui fait qu'on défend des très fortes valeurs de cohésion des territoires, d'égalité, de parité, et d'engagement aussi des différents entrepreneurs qu'on accompagne. Et c'est un peu ça qui fait la spécificité du coup de l'incubateur Creatis. Pour ceux qui regardent et qui aimeraient intégrer Creatis, comment peuvent-ils faire? Alors actuellement, on n'est pas en cours de recrutement pour nos programmes. Par contre, sur notre site web, on a deux programmes qui sont accessibles. Donc le programme Source qui est dédié aux entrepreneuses du secteur de la culture, plutôt à destination d'ailleurs de femmes entrepreneurs éloignées de l'écosystème entrepreneurial. Et puis on a le programme Horizon, dont vous faites partie, qui est un programme qui est dédié aux médias émergents autour de trois verticales, donc la vidéo, le podcast, la newsletter, qu'on a lancé notamment avec le ministère de la Culture, mais avec d'autres de nos partenaires comme France Télévisions, Radio France ou l'INA. Et c'est un programme qui lui aussi du coup a vocation à accompagner des entrepreneurs dans le secteur des médias qui ont généralement une idée de médias pour leur permettre d'accélérer la croissance économique du coup de leur projet.
Et Paul, imaginons qu'il y a un jeune qui nous regarde et qui a une idée de business. C'est quoi les premières étapes qu'il doit mettre en place pour lancer son projet? Alors déjà, c'est écrire, prendre le temps d'écrire son idée, se laisser peut-être, une nuit pour, y revenir le lendemain, un peu la déconstruire aussi. Mhm. Je pense que la première chose à faire, ouais, c'est avoir cette idée, déconstruire l'idée, l'améliorer, faire une première itération à partir de l'autocritique qu'on s'est faite. Et puis après, très rapidement, je pense, c'est d'en parler autour de soi, de voir si les personnes sont intéressées ou pas par cette idée. Essayer de lui trouver autant que possible, enfin de la concrétiser autant que possible, c'est-à-dire de se poser la question aussi, ben, cette idée que j'ai, à quel problème elle répond, à quel problème utilisateur, Mhm. quelle solution elle propose à ce problème. Et une fois que ça c'est à peu près clair, c'est vraiment commencer à aller faire des entretiens, aller voir justement des personnes qui pourraient être intéressées par cette idée-là, leur poser plein de questions sur qui elles sont, sur ce qu'elles font de leur journée, quelles sont les problématiques qu'elles rencontrent en lien avec ton idée, et voir aussi comment est-ce qu'elles réussissent à solutionner cette idée pour l'instant. Et à partir de là, se demander s'il y a vraiment une opportunité pour cette idée de se développer en tant que business. Et ça, c'est seulement le début de l'aventure. Après, il y a plein d'autres enjeux. Mais disons, confronter l'idée au marché, c'est la première chose à faire. Et imaginons qu'il y a un jeune qui nous regarde, qui est entrepreneur depuis une année et qui est tout seul dans sa chambre à travailler sur son projet. Et tu vois, il ressent ce truc de solitude, il est seul. Est-ce que tu connais des lieux à Paris ou des systèmes qui permettent de ne pas ressentir cette solitude? Ouais. De toute façon, la solitude de l'entrepreneur, il y a plein de manières de la dépasser. Pour moi, la manière la plus saine de le faire, c'est en allant voir des prospects, des clients potentiels, en allant faire des entretiens avec des personnes qui pourraient être intéressées. Parce que ça, c'est ce qui est intéressant, c'est que à la fois, vous n'êtes plus seul sur votre projet et en même temps, vous êtes en train de faire du business, en tout cas d'avancer sur votre business. Donc, je dirais, c'est ça la chose un peu importante là-dedans. Et puis après, sur tout ce qu'implique le projet d'entreprise, sur toute la partie apprentissage, réseautage, communauté, évidemment s'orienter vers des incubateurs, ça peut être très pertinent. Dans un incubateur, on fait partie d'une promotion d'entrepreneurs qui ont généralement le même niveau de maturité que vous sur leur projet, qui sont dans le même secteur potentiellement, qui auront les mêmes besoins que vous, et du coup, c'est des personnes qui vont être confrontées aux mêmes problèmes que vous. Donc c'est un très bon moyen d'aller chercher une forme de fraternité, et puis d'échange de bons procédés, des retours d'expérience. Donc hyper important pour faire face à la solitude de l'entrepreneur. Et donc, on a vu qu'on pouvait entreprendre seul ou à plusieurs. Aujourd'hui, si quelqu'un cherche un partenaire, un associé, comment le trouver? Pour chercher un associé, c'est quand même un vrai challenge, c'est un vrai enjeu. Moi, personnellement, j'ai vu beaucoup de cofondateurs qui, pendant l'incubation, se séparaient. Et généralement, encore une fois, c'est que des généralités, hein, mais ça vient souvent du fait que on s'associe pas forcément avec assez de vigilance au début du projet. Je pense que ce qui fait les qualités d'une équipe de fondateurs, c'est déjà la complémentarité de leurs compétences. C'est aussi la cohérence, la concordance de leur vision. Et puis, ce qui permet de garder une relation saine aussi avec son associé, c'est de contractualiser la collaboration dès le début, Hmm. en se posant des questions, des bonnes questions, du genre si demain l'un d'entre nous se voit proposer un CDI, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est aller se chercher, aller se poser des questions qui soient un peu polémiques, un peu tabous au sein du duo, parce que c'est dans ces situations-là réelles que potentiellement le duo va craquer. Et tout ça, il faut essayer de le contractualiser, il faut en parler dès le début, pour qu'au moment où ça arrive, on soit déjà équipé et préparé à réagir. Parce que les séparations entre associés, ça peut être très douloureux. Et même en ayant bien préparé tout ça, il y a quand même pas mal d'associés qui, après 1 an, 2 ans, 3 ans de collaboration, réussissent enfin, se séparent. Donc ça n'empêche pas tout, mais chercher la complémentarité, s'accorder sur la vision et vraiment mettre sur papier très au clair les conditions de l'association et les éventuelles raisons pour lesquelles elle pourrait rompre. Ça, c'est important. Communiquer aussi très très régulièrement, ne pas avoir de tabou sur des sujets liés au projet d'entreprise, ça c'est fondamental. Et Paul, est-ce que tu aurais trois qualités qu'un entrepreneur doit avoir? Ouais. L'entrepreneur, pour moi, il doit être très créatif. En fait, on fait tout le temps face à plein, plein de problèmes quand on est entrepreneur. Du coup, c'est très important d'être capable de générer un maximum d'idées et d'alternatives et de solutions, de contournement des problèmes. Ouais, c'est la première qualité de l'entrepreneur. La deuxième qualité, c'est l'observation. C'est être à l'écoute de ses clients, être à l'écoute de son marché, être capable, à partir de cette écoute-là aussi, d'améliorer le produit et le service très rapidement. L'agilité, c'est la troisième. Qualité qui est fondamentale pour un entrepreneur, c'est sa détermination et son rythme de travail, sa capacité à améliorer rapidement
à itérer rapidement sur son produit, son service. Donc, par rapport à l'incubateur, si on prend Creatis ou n'importe quel autre incubateur, quels sont les critères pour que notre entreprise se fasse incuber? Ouais, ça, pour le coup, c'est assez variable en fonction des incubateurs. Déjà, il y a deux types d'acteurs dans les structures qui accompagnent les projets d'entreprise. Donc, il y a les incubateurs qui accompagnent généralement de l'idéation au premier client. Et puis, il y a les accélérateurs qui accompagnent des premiers clients à la levée de fonds. Nous, on se place plutôt en tant qu'incubateur. Donc, ce qu'il faut pour intégrer Creatis, c'est avoir une idée de projet. Et puis, plus vous allez être avancé sur ce projet, plus vous allez porter des valeurs, plus vous allez avoir d'impact positif, plus vous allez être générateur de viabilité économique, plus vous aurez de chances d'intégrer l'incubateur Creatis. Et je pense que c'est à peu près le cas de tous les incubateurs que je connais. C'est attention particulière à la viabilité économique du projet, attention particulière aussi à la compréhension du marché, compréhension du besoin client. On regarde beaucoup quand même la capacité de l'entrepreneur à résoudre des problèmes et à résoudre un problème utilisateur. L'impact positif, les valeurs du projet, c'est de plus en plus déterminant pour intégrer les incubateurs. Ouais, je dirais que c'est ça les trois conseils que je peux donner. Paul, un petit mot de la fin, un conseil que tu donnerais à n'importe quel jeune qui veut se lancer? Pour réussir votre projet d'entreprise, soyez à l'écoute, soyez hyper créatif, entourez-vous, ayez soif d'apprendre, soyez curieux. Top.